Je suis Mathias Alberton de la Direction Générale de l'Offre de Soins sous direction des Ressources Humaines et avec les collègues du CNG, donc, nous allons disserter sur le thème de oser l'innovation en gestion des ressources humaines. Certains ont osé le titre et nous on va essayer d'oser vous en parler, sachant qu'on a un laps de temps qui est un laps de temps relativement limité, donc il va falloir qu'on essaye d'être synthétique, en commençant par dire que pour ce qui concerne la gestion des ressources humaines, vous n'entendez pas ? Non, ça va? Pour ce qui concerne la gestion des ressources humaines, l'année qui s'est passée a été une année quand même relativement dense à notre niveau. Donc on va vous faire en fait plutôt quelques exégèses, puisqu'il y a eu naturellement la loi de santé, la loi de modernisation du système de santé qui comprend plusieurs dispositions qui vont impacter la gestion des ressources humaines. Je vais peut-être faire ça comme ça. Il y a eu un certain nombre de plans qui ont des volets relatifs à la gestion des ressources humaines, l'acte 2 du plan Pacte Territoire Santé, du Pacte Territoire Santé, le pacte pour l'attractivité de l'exercice médical à l'hôpital, la grande conférence de santé qui porte quand même à titre principal sur la gestion des ressources humaines, de la formation à l'exercice. Donc c'est tout un tas de sujets. Donc on est je ne sais pas si on est dans un environnement innovant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est dans un environnement où il se passe en ce moment énormément de choses. Il s'est passé beaucoup de choses en termes d'annonces, en termes de vote de loi, et il va se passer encore énormément de choses dans les mois qui viennent, puisque toutes ces dispositions, l'important, c'est pas seulement de les adopter, c'est aussi évidemment de les transcrire dans la réglementation pour qu'elles deviennent opérationnelles et de faire en sorte qu'ensuite elles deviennent effectives et elles soient appropriées par les acteurs du système de santé. Donc notre présentation est articulée autour de la notion d'innovation, d'abord en commençant par l'innovation pour la formation des professionnels de santé avec trois approches. D'abord, la création, donc, dans l'article 107 de la loi de modernisation du système de santé des GHT et le volet concernant la formation des paramédicales au sein des instituts donc, de santé va permettre d'amorcer dans le cadre des GHT, puisque c'est une des fonctions que l'établissement support doit assurer, ça va permettre d'amorcer un travail de mutualisation et quelque part de consolidation sur le plan à la fois, je dirais, pédagogique comme des ressources, des moyens de fonctionnement, qu'ils soient budgétaires ou des ressources humaines et des compétences, consolider l'offre de formation des instituts paramédicaux dans le cadre des GHT. Les enjeux sont rappelés, avec la volonté de faciliter l'interprofessionnalité, la mobilité éventuellement des personnels des écoles, d'améliorer la qualité et la diversité de l'offre de stage, de maintenir une implantation territoriale à partir des établissements. Donc ces enjeux sont importants, les objectifs donc, sont ceux de la consolidation que je mentionnais tout à l'heure, mais par contre les modalités sont relativement ouvertes, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de dispositions qui sont prescrites, mais qui laissent une forme assez importante de liberté aux acteurs locaux pour décider selon quelle modalité, dans le cadre des conventions constitutives, les choix sont faits de mutualiser les ressources et de se doter d'un certain nombre de moyens de gestion communs. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, qui est un volet également essentiel et qui, celui-ci, va être d'ampleur nationale, c'est la finalisation de la réforme du troisième cycle des études médicales. C'est une réflexion qui est largement ouverte sur les communautés hospitalières et universitaires depuis un certain nombre de mois, voire d'années, et qui doit connaître son terme et sa finalisation dans les semaines qui viennent, puisque les deux ministères de la Santé et de l'Enseignement supérieur ont annoncé que cette réforme allait se concrétiser pour devenir effective à compter de la rentrée des internes du semestre d'hiver 2017-2018, donc c'est dans 1 an et demi, et compte tenu de tout ce qu'il reste à consolider sur le plan à la fois pédagogique, réglementaire et organisationnel dans nos subdivisions, ça va, comment dire, c'est un laps de temps qui est un laps de temps, ça va nous demander un timing extrêmement serré. Les principes structurants de cette réforme sont rappelés dans le diaporama. C'est que désormais, il n'y aura plus qu'un seul diplôme qui sera nécessaire et suffisant pour l'exercice d'une profession médicale. Il y a donc la suppression des DESC, diplômes d'enseignement spécialisé complémentaire et des capacités. L'ensemble des spécialités seront désormais filiarisées, donc la médecine d'urgence, la gériatrie et la médecine légale, mais aussi les spécialités chirurgicales dès le départ, puisque vous savez qu'aujourd'hui on avait un DESC de chirurgie générale qui ensuite
par des rhizomes se répartissaient en plusieurs DESC d'ortho, traumato, d'urologie, de chirurgie cardiaque. Donc désormais, cette filiarisation se fera dès la répartition des postes ECN, la création d'options et de formations transversales qualifiantes, spécialisées qualifiantes et à accès régulé. Un volet extrêmement important de la réforme qui est en fait une révision générale des maquettes de formation. Ça signifie que l'ensemble des maquettes de formation de chacune des spécialités est en train d'être revues, leur durée, les attendus pédagogiques, l'adaptation aux nouvelles technologies, aux nouvelles techniques à enseigner et d'une certaine manière ensuite les parcours, les stages obligatoires avec les parcours de formation en 3 ans, 4 ans, 5 ans ou 6 ans que les internes qui seront inscrits dans ces spécialités devront suivre. Donc c'est une réforme extrêmement structurante qui va commencer à s'appliquer à partir du 1er novembre 2017 pour les internes qui seront lauréats des ECN 2017. Et on va avoir pendant 5 ans en fait la nécessité de faire cohabiter 2 systèmes pour les anciens internes, c'est-à-dire se former jusqu'aux ECN qui seront entrés dans le système jusqu'aux ECN 2016 selon l'ancien modèle de formation et pour toutes les nouvelles promotions à partir de 2017 selon les nouvelles modalités de formation. Et enfin, la troisième réforme importante et innovante dont nous voulions vous parler, c'est la réforme du développement professionnel continu, qui est une réforme qui est là aussi introduite par la loi de modernisation du système de santé, avec donc qui a été finalisée au terme d'une concertation assez large avec l'ensemble des représentants professionnels concernés, les employeurs, les ordres, les CNP, donc qui représentent les spécialités, les organisations professionnelles et syndicales, publiques et libérales, les OPCA. Ça redéfinit, ça donne un nouveau sens et ça redéfinit les obligations de DPC des professionnels de santé, qu'ils soient d'ailleurs médicaux ou paramédicaux. Ça fait porter un rôle plus important au CNP, à la fois dans la définition des orientations prioritaires nationales, puisqu'il y a un arrêté triennal qui est publié et qui définit un certain nombre de priorités qui sont notamment définies, priorisées par les spécialités, et puis ça va consolider les exigences d'évaluation de la qualité des formations suivies et des programmes de formation proposés. Donc voilà, ces 3 en matière d'évolution et d'innovation dans le domaine de la formation des professionnels, c'est ces 3 éléments dont nous voulions vous parler. Le travail sur les instituts de formation dans le cadre des GHT, la réforme du 3e cycle et la réforme du DPC. Il y a un deuxième volet qui est celui, le souhait d'essayer de tâcher d'innover dans l'exercice des professionnels, là aussi avec un certain nombre de mesures qui sont pour partie portées par la loi de modernisation. Il y a un premier travail qui est un travail important, qui est un travail un peu continu, mais qui a connu peut-être une accentuation à l'occasion de la dynamique lancée par la loi de modernisation un peu plus importante ces derniers temps, qui vise à améliorer l'accès aux soins en essayant d'interroger donc régulièrement les lignes de partage dans l'exercice entre les auxiliaires médicaux et l'exercice des médecins. Donc ça peut prendre plusieurs formes. La première forme, ça peut être la création de nouvelles professions. Là, en l'occurrence, vient d'être reconnue la profession d'assistant dentaire qui se voit reconnaître un rôle en matière d'hygiène bucco-dentaire, de prévention et d'éducation à la santé bucco-dentaire et la possibilité, sous certaines conditions, bien entendu tout ça étant encadré et réglementé, de réaliser certains soins au fauteuil sous la responsabilité du chirurgien dentiste. Le deuxième axe, c'est la possibilité de reconnaître comme profession de santé réglementée des professions qui existaient précédemment mais pas avec ce même statut. C'est notamment le cas des physiciens médicaux et des dosimétristes, en lien notamment avec le plan Cancer 3. Le troisième axe, c'est le fait d'actualiser certains contours de profession afin de redéfinir les liens de ces professionnels. Là encore, je l'évoquais tout à l'heure avec le corps médical, du fait des évolutions technologiques, des évolutions des pratiques et de leur conférer, le cas échéant, des droits de prescription encadrés. Ça peut se faire à compétence inchangée pour les masseurs kinés ou les orthophonistes ou les pédicures podologues, ou à compétence étendue pour les manipulateurs radio ou les professionnels de la filière visuelle. Il y a eu un très gros travail de conduit dans le cadre d'une mission menée par l'IGAS sous la responsabilité de Dominique Voynet pour réinterroger notamment la responsabilité respective de l'ensemble des professionnels constituant la filière visuelle et essayer de répartir de manière plus pertinente et toujours avec le même souci de bien positionner chacun au niveau de plus-value que ses compétences lui confèrent dans le cadre de la prise en charge du patient.
Et puis le deuxième grand axe dans cette rubrique, ça porte sur la création de l'exercice en pratique avancée pour des auxiliaires médicaux. Donc ça, c'est une mesure qui est introduite par la loi de modernisation du système de santé. Donc là, l'idée, c'est un peu la même, c'est de combler un vide entre un auxiliaire médical, qui est dans son métier socle, par exemple une infirmière, et le médecin pour intervenir, non pas en substitution, mais en complémentarité des interventions médicales. À chaque fois, on va définir un mode d'exercice en équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'en pratique avancée, ça ne peut pas être un professionnel seul et isolé qui, dans son cabinet, exercerait en pratique avancée. La priorité est donnée à l'amélioration du suivi des patients atteints de pathologies chroniques, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Donc on a commencé à cibler, pour initier cette évolution, on a commencé à cibler un certain nombre de pathologies qui se prêtaient plus, en s'inspirant notamment des exemples qui sont déjà développés à l'étranger. Ces professionnels se voient donc reconnaître des compétences élargies qui sont mentionnées dans le diaporama. Ils devront suivre une formation universitaire qui sera définie en conséquence dès qu'on aura délimité les contours du métier, et il conviendra naturellement d'adapter les cadres statutaires que ces professionnels exercent en établissement de santé ou en milieu libéral. La troisième volet de l'innovation, je me dépêche, dont nous voulions vous parler, c'est l'innovation en matière de dialogue social et des conditions de travail, avec deux initiatives principales. D'abord, il va s'agir d'accompagner la constitution des GHT sous le volet du dialogue social, avec la création, donc ça c'est dans le décret GHT qui vient d'être publié, d'une conférence territoriale de dialogue social au sein des GHT. L'idée, c'est de créer les conditions d'un partage d'informations et de régulation sociale au niveau des GHT qui ne se substituera pas aux instances de dialogue social d'établissement, qui reste en place, mais qui pourra, comme c'est indiqué dans la diapositive, à un moment donné, qui sera le lieu propice pour poser un certain nombre de débats et discuter d'un certain nombre d'enjeux liés à la mise en œuvre et ensuite au fonctionnement des GHT, notamment dans le cadre des mutualisations d'activités. Donc ça, c'est un élément important. Et là aussi, le décret, c'est comme ce que j'évoquais tout à l'heure sur les instituts de formation paramédicaux, le décret prescrit un certain nombre de grands objectifs structurants, mais laisse aux conventions constitutives et donc aux acteurs locaux le soin de définir les modalités compte tenu des caractéristiques de chaque GHT, les modalités les plus propices selon lesquelles ce dialogue social et ces conférences doivent être constituées et fonctionner. Parce que la question de la constitution est une chose, la question du fonctionnement en est une autre. Le deuxième élément dans cette rubrique porte sur l'organisation du dialogue social national avec les personnels médicaux exerçant dans les établissements de santé. En fait, il y avait une forme d'incongruité. Il y a le dialogue social qui s'exerce au sein de la fonction publique hospitalière avec les personnels paramédicaux, mais il n'existe aujourd'hui aucune structure spécifique pour permettre de discuter au niveau national avec les organisations syndicales représentatives des praticiens hospitaliers, qu'ils soient mono ou bi-appartenants. Donc à chaque fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dialogue social avec eux, mais ça veut dire qu'à chaque fois, les concertations s'organisent de manière un petit peu empirique et nous n'avons surtout pas d'éléments permettant de mesurer la représentativité syndicale au niveau national puisqu'il n'y a pas d'élection. Il y a des élections spécifiques pour désigner des représentants au sein des CSN au niveau du CNG, mais il n'y a pas d'élection de représentation nationale comme on en a pour le personnel paramédical. Donc la loi de modernisation introduit dans son ancien article 48 un certain nombre d'objectifs qui vont permettre d'organiser des élections nationales et à un moment donné de consacrer la représentativité nationale des organisations syndicales représentatives des personnels médicaux. La loi crée également un conseil supérieur des personnels médicaux, qu'il va s'agir de constituer, là aussi, d'en définir le périmètre, le nombre de collèges, les modalités de représentation, sachant que ce conseil ne concernera que les personnels seniors, puisque compte tenu des spécificités de leur statut et de leur mode d'exercice dans les établissements,
Les étudiants et les internes ont été sortis du périmètre de cet article, bien qu'ils soient agents publics, ils ont été sortis du périmètre. Et enfin, toutes les négociations en cours vont permettre également de reconnaître des droits et des moyens syndicaux selon des modalités relativement équivalentes avec ce qui existe aujourd'hui pour le personnel paramédical. Enfin, j'en viens à le souci d'innover pour les carrières et les parcours professionnels, ce qui va faire le lien ensuite avec les présentations qui seront assurées par les collègues du CNG. Il y a le premier chantier qui est un chantier de pleine actualité qui est le PPCR, la volonté donc là dans une approche interministérielle puisque ça concerne les trois versants de la fonction publique, hospitalière, territoriale et d'État, d'harmoniser les carrières et les rémunérations. Donc là, voilà les objectifs, vous les connaissez. Les trois axes principaux de ce plan sont les suivants. Le souci de rééquilibrer au profit de la rémunération le volet indiciaire, donc la transformation prime-point qui va s'opérer pour tous les corps entre 2016 et 2018. La revalorisation progressive des grilles de rémunération, là aussi, qui s'opérera, mais plutôt entre 2017 et 2020, et l'harmonisation des durées de carrière avec la mise en œuvre d'un cadencement unique d'avancement d'échelon au lendemain, donc dès la publication du décret des décrets statutaires modifiés. Donc là, il y a une illustration, mais je vais passer assez vite, de ce que ça peut donner en termes pour la séquence 2016-2017. Ça va demander très clairement un énorme travail au niveau des ressources, des services de ressources humaines, des directions de ressources humaines, pour à un moment donné intégrer toutes les prescriptions qui seront prévues dans les différents textes, les premiers étant parus le 21 mai, et pour traduire tout ça à un moment donné dans la gestion des carrières et dans les moteurs de paye. On a un deuxième chantier qui est un peu plus ciblé, celui-ci, qui prévoit des mesures spécifiques pour revaloriser l'attractivité des métiers de la rééducation. Donc là, avec le souci, manifestement, ont été exprimés un certain nombre de problématiques d'attractivité vis-à-vis des métiers de cette filière. Donc avec la nécessité de prévoir des mesures incitatives à la fois pour l'exercice en zone sous-dense et dans des services en tension, de définir les conditions d'exercice, d'un exercice mixte salarial et libéral. C'est visiblement quelque chose, notamment par exemple pour les masseurs kinés ou d'autres, qui est souhaité, et d'essayer de moins cloisonner les choses entre l'hôpital et la ville, et puis de construire une grille indiciaire réévaluée pour les métiers de la rééducation, et les mesures ciblées sont mentionnées par ailleurs sur la partie droite de la diapositive, sachant que toutes ne concerne pas toutes les filières. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a une approche différenciée qui est mentionnée. Et enfin, je terminerai par ça. Il y a eu l'annonce, donc la présentation par la ministre d'un plan destiné à renforcer l'attractivité de l'exercice médical à l'hôpital le 2 novembre dernier. Ce plan fait suite à un certain nombre de revendications et de préoccupations concernant la démographie médicale et notamment la démographie à l'hôpital public qui ont pu être formulées ces derniers mois et ces dernières années. Le plan est orienté autour de 3 axes. La volonté, d'essayer de favoriser l'engagement dans la carrière médicale. Donc là, ça s'adresse très clairement plus directement aux jeunes en formation pour les aider, enfin pour les inciter à s'engager dans une carrière hospitalière en fin d'internat au moment où leur choix de parcours professionnel se définit. Deuxièmement, la nécessité aussi d'essayer de fidéliser les professionnels en cours de carrière, donc on ne s'adresse pas qu'aux jeunes, et notamment de favoriser leur implication dans les projets médicaux de territoire. Et puis un troisième volet qui pour nous est un volet qui est extrêmement important, d'essayer d'encourager et de développer l'animation, on va dire, managériale des équipes médicales et d'améliorer les conditions de travail, parce qu'on considère que tout ne passera pas par des mesures d'attractivité indemnitaire ou statutaire, mais que l'attractivité, c'est aussi le fonctionnement des équipes et c'est aussi l'animation et le management des équipes médicales, là où probablement on a la nécessité de porter et d'introduire des techniques managériales qui sont déployées ailleurs dans l'hôpital ou ailleurs dans d'autres secteurs d'activité de la société, mais qui n'ont pas encore forcément pénétré le champ du management médical, avec plusieurs, mais on pourra éventuellement répondre à un certain nombre de vos questions ensuite, plusieurs des mesures phares de ce plan d'action qui sont en train de se décliner, qui sont mentionnées en partie droite de la diapositive.
Voilà pour ce qui est de mon propos introductif. Je vais passer la parole aux collègues du CNG qui vont à la fois parler du graphe et des dispositifs d'accompagnement mis en place par le CNG. Et puis, s'il nous reste un peu de temps, ce qu'on espère, on sera à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions.